Bonjour et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. Le titre de l'émission aujourd'hui, c'est Europe, si peu sexy et pourtant. Et oui, et pourtant, si vous saviez tout ce que l'Europe fait pour vous, en bien ou en mal, c'est selon votre opinion. Alors pourquoi parler d'Europe aujourd'hui? Déjà parce que mai, c'est le mois de l'Europe, parce que les élections européennes auront lieu dans un an, tout juste, fin mai 2019, et puis parce que Emmanuel Macron a reçu le prix Charlemagne cette semaine. Que fait l'Europe pour vous? C'est la question que je pose à nos trois invités présents sur ce plateau. Alors tout d'abord, Patrick Ayache, vice-président socialiste de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge de l'action européenne et du tourisme. Sophie Montel, ex-Front National, aujourd'hui au Mouvement des Patriotes de Florian Philippot. Elle est conseillère régionale. Elle est surtout là aujourd'hui présente parce que c'est la seule eurodéputée franc-comtoise. Et puis Julien Péat, c'est le directeur de la Maison de l'Europe, un organisme chargé de promouvoir l'Europe en Bourgogne et en Franche-Comté. Alors n'oubliez pas que vous pouvez commenter l'émission sur Twitter grâce au hashtag DimpolFC, comme Dimanche en politique Franche-Comté. Alors déjà, quelques chiffres pour planter le décor de l'Europe. Pour le moment, l'Europe, c'est 28 États. Il y en aura 27 quand la Grande-Bretagne sera partie, si elle part. Il y a 511 millions d'habitants en Europe et son budget annuel, c'est 160 milliards d'euros. Et puis nous, dans tout ça, nous, les 2 800 000 habitants de la Bourgogne-Franche-Comté, comment on pèse et surtout, combien on pèse dans ce grand ensemble? Patrick Ayache, je vais vous poser la première question. C'est vous qui gérez les subventions européennes à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. Vous déjà, vous pesez 1,5 milliard d'euros. C'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, on peut toujours parler de l'Europe en chiffres, mais c'est... Mais déjà en sous, c'est déjà bien d'en parler en sous. Oui, c'est vrai. C'est bien le montant dont nous disposons par délégation de l'Union européenne pour attribuer les fonds européens dans tous les domaines. C'est sur 5 ans. C'est sur 7 ans. 7 ans. Et le budget de la région, c'est 1,8 milliard. C'est ça. Donc ça vous fait presque un petit budget en plus, quoi. Je dis toujours que nous avons un budget de plus sur la durée quasiment de notre mandat pour satisfaire les besoins de notre territoire. Oui, c'est exact. Est-ce que l'échelle région, Julien Péat, c'est la bonne hauteur, la bonne strate pour gérer les subventions européennes? Alors, ça n'a pas toujours été le cas, puisque les régions gèrent en France une partie des fonds européens depuis 2014. C'était l'État qui en était pour bonne partie délégataire. Je crois que c'est effectivement le bon niveau, parce que c'est probablement l'échelon qui est le plus à même de déterminer des choix, des priorités stratégiques qui seront en phase avec les objectifs européens. Il y a un cadre global européen avec des objectifs, ce que ça s'appelle la stratégie Europe 2020, et pour tous aller dans le même sens et faire en sorte que ces différences de développement économique puissent s'atténuer, mais il faut aller quand même vers l'innovation, vers la recherche et l'efficacité énergétique et d'autres sujets. On en parlera en détail. Sophie Montel, vous là maintenant, vous remettez votre casquette de conseillère régionale. 1,5 milliard, c'est pas mal quand même, hein? Oui, enfin, Madame Ziri, ce que vous avez oublié de dire dans votre présentation, puisque vous avez évoqué un certain nombre de chiffres, moi je pense que vous auriez dû commencer par la contribution de la France au pot commun du budget de l'Union européenne. En 2016, c'était 20,5 milliards. La France a perçu 11,3 milliards, dont la PAC. Pour l'essentiel, elle est donc contributrice nette à hauteur de 9,2 milliards d'euros. Ça veut dire qu'elle donne plus d'argent à l'Europe qu'elle ne perçoit. Qu'elle n'en reçoit. Voilà, il y a un manque à gagner de 9,2 milliards. Moi, j'entends effectivement Monsieur Ayache se féliciter du fait que on reçoit des fonds européens, mais très honnêtement, pourquoi passer par une institution, par un organisme supranational pour redistribuer l'argent des Français? Parce que vous parlez de fonds européens, il s'agit en l'occurrence de l'argent des Français. Français et d'autres. On ne sait pas dans le pot commun qui récupère peu importe, vu qu'on est donc vous avez bien compris, on a, disons, 2 Européens convaincus d'un côté et une politique qui est un peu moins convaincue des bienfaits de l'Europe. Alors, on va voir quand même concrètement ce que ça veut dire comme action sur le terrain. Direction le Jura, un petit village qui s'appelle Nancuise. Et ce village a vu arriver des subventions européennes dans une toute petite entreprise. On regarde. Après plus de 180 ans d'existence, cette petite tournerie du Jura s'apprête à vivre un nouveau tournant. Les 5 salariés de la PME travailleront bientôt sur une nouvelle machine, un tour numérique 5 axes. L'investissement représente 65% du chiffre d'affaires de l'entreprise. L'Europe va financer 20% du projet, un coup de pouce évidemment bienvenu.
Il s'agit de 220 000 euros. Notre chiffre d'affaires 2017 est de 340 000 euros, donc voilà, c'est un gros investissement pour nous. Et sans l'aide de l'Europe ? On l'aurait fait de toute façon, mais voilà, c'est un peu une sécurité et puis ça nous permet d'aller dans ce projet avec un petit peu plus de confiance. Grâce à cet investissement conséquent, la tournerie va améliorer à la fois la qualité de ses produits et la sécurité de ses salariés. Tournage, rabotage, fraisage, perçage, la nouvelle machine réalisera de multiples opérations simultanément. Spécialisée dans la fabrication de petites pièces pour jeux de société, l'entreprise pourra s'attaquer à de nouveaux marchés comme les casse-têtes sphériques ou la coutellerie. Aujourd'hui, on est confronté à beaucoup d'importations sur nos produits. On est en concurrence avec les pays de l'Est et les pays asiatiques. Donc si on veut se démarquer, on doit faire de la qualité et des produits plus précis. Innovation, numérique, haut débit, formation professionnelle ou transition énergétique, c'est le Conseil régional qui distribue les fonds européens au nom de l'Union. Alors, Sophie Montel, allez dire à ce chef d'entreprise que l'Europe, ça sert à rien. Écoutez, je trouve que justement, le reportage, il est très éloquent parce qu'il met le doigt justement sur un certain nombre de problèmes qui sont justement liés à l'Union européenne en tant que telle. Le monsieur, à la fin, nous explique que son entreprise est en concurrence directe avec les pays d'Europe de l'Est, dont un certain nombre sont membres de l'Union européenne, puisque l'Union européenne est basée sur le libre-échange, sur l'interdiction, sur la concurrence libre et non faussée. Et donc, si vous voulez, moi, le système de l'Union européenne, c'est un peu mettre des cautères sur des jambes de bois. En réalité, c'est jouer aux pompiers pyromane. Vous mettez en avant cette Union européenne qui, en réalité, est à l'origine d'énormément de maux, pas l'intégralité, mais la grande majorité des maux dont souffre la France aujourd'hui. C'est le capitalisme, c'est pas l'Europe. Bien évidemment, le système ultralibéral mis en place au sein de l'Union européenne, le dogme ultralibéral soutenu par l'Union européenne, effectivement, me gêne parce qu'il a créé, notamment en France, en 15 ans, la France a perdu 850 000 emplois dans l'industrie. Et encore une fois, c'est très gentil de montrer ce petit reportage, mais pourquoi on parle de fonds de l'Union européenne qui sont distribués, cet entrepreneur en a bénéficié, mais l'État aurait tout à fait, la France libre et souveraine aurait tout à fait, un gouvernement souverainiste aurait tout à fait pu distribuer cet argent plutôt que de passer par justement l'Union européenne. Je ne vois pas trop l'utilité de passer par... Mme Montel nous dise... par un échelon supplémentaire. Excusez-moi de vous interrompre, mais il faudrait que vous nous indiquiez, en fait, dans votre propos, ce que vous indiquez, c'est que vous préconisez la sortie de la France de l'Union européenne. Oui, entamer un Frexit comme les dégâts le Royaume-Uni. que vous avez vus, notamment à l'occasion on va en parler, du Brexit. Il n'y a pas de dégâts. Le Royaume-Uni ne s'est jamais aussi bien porté. Je pensais faire une émission pédagogique sur l'Europe et en fait, on va faire une émission avant les élections européennes. Le Royaume-Uni ne se porte pas très bien. Mais il se porte très bien. Il est à 1,5% de croissance, c'est-à-dire le plus mauvais chiffre. Le plus mauvais chiffre des 28. Bon, je vais essayer de reprendre la main, si vous permettez, madame, messieurs. Je voudrais juste, Julien Péat, que vous nous disiez quelles sont, par exemple, les réalisations concrètes, aidées, subventionnées par l'Europe. Oui. Non, juste sur le budget, 60% des exportations françaises se font dans l'Union européenne. Un quart des salariés qui travaillent dans les entreprises de l'industrie travaillent à l'exportation, notamment dans l'Union européenne. Alors, concrètement concrètement, alors sur les projets récents, on a les transports en commun en site propre, la ligne 3 de Besançon, par exemple, 3 millions d'euros. Ou alors à Montbéliard et à Belfort. Sur Belfort. On a la dépollution de la Rodiaceta à Besançon. Vous avez énormément de projets de montée en gamme d'équipements touristiques, notamment dans le massif du Jura. Vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes sur la période de programmation qui bénéficieront de formations pour le retour à l'emploi ou pour la montée en qualification. Vous avez des laboratoires de recherche qui travaillent. L'installation des jeunes agriculteurs, par exemple. Et puis tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique dans le logement social et dans les établissements d'enseignement supérieur, notamment dans les résidences étudiantes. Pour des personnes qui ont des faibles revenus, l'efficacité énergétique, c'est la lutte aussi contre la précarité énergétique. Alors, c'est le Conseil régional, qu'on le disait tout à l'heure, qui instruit les demandes de subventions auprès de l'Europe, avec 3 fonds, on va faire rapide, c'est le FEADER, développement agricole et rural, le FEDER, développement régional, et puis le FSE, le développement social, par exemple la formation professionnelle dont vous en parliez, et le FEDER, c'est le développement notamment en termes d'emploi. Alors, quels sont les critères de sélection qui sont importants pour vous quand vous voyez arriver une demande de subvention, que ce soit d'une collectivité, une mairie, un département,
une entreprise ou même une association. Vous faites comment pour choisir? Je vais essayer de vous répondre rapidement. D'abord, c'est la Commission européenne qui fixe un certain nombre de priorités qui sont validées par les États membres. Il faut rentrer dans les clous. Ensuite, avec les autorités de gestion que nous sommes, nous affinons ces critères pour éventuellement les adapter à notre territoire. Et tout ça est fait en concertation avec les futurs bénéficiaires, pour essayer évidemment de coller le plus possible à leurs besoins. Et ensuite, nous faisons avec les bénéficiaires le travail qui est le nôtre, d'aller, par exemple, pour l'entreprise que vous avez montrée à l'écran tout à l'heure, c'est parce que nous avons fait une réunion avec la Chambre de commerce que cette entreprise a découvert les fonds européens et a déposé un dossier. Et puis, il y a toute l'information régulière que nous faisons. Alors, je voulais dire quand même que vous avez mis en place un site qui s'appelle europe-bfc.eu, EU comme Union européenne, oui, pour justement venir en aide aux gens qui auraient besoin de subventions. Il y a du piston ou pas? Non, alors c'est impossible. Impossible, les règles sont... Même s'il y en a qui essayent, c'est pas faisable. Non, c'est totalement impossible. Et en plus, je vais vous le dire, nous ne le souhaitons pas. Et donc, nous appliquons des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est d'ailleurs, pour l'Europe, Madame Montel, un critère, la transparence dans notre gestion. C'est-à-dire que n'importe qui, évidemment la Commission, évidemment les membres de l'Assemblée et de l'Union européenne, peuvent venir contrôler, car nous avons un suivi de l'ensemble des dossiers pour vérifier justement que d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, il n'y a pas de traitement différencié. Alors vous, qu'est-ce que vous en dites sur... Il faut signaler qu'il y a, grosso modo, c'est vous qui m'avez donné le chiffre, 60 fonctionnaires au conseil régional qui travaillent sur ces fonds européens et qui sont même spécialisés en fonction de l'aide. Hein. C'est ou le FEADER, ou le FEDER, ou le FSE. Vous en dites quoi? Ces fonds européens, que ce soit le FEADER, le FSE, ils connaissent de grandes difficultés parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'il y a des délais de traitement qui sont très très longs, que le fait de monter un dossier, c'est pour la plupart des personnes, que ce soit des collectivités territoriales ou des entreprises ou des agriculteurs, c'est un vrai chemin de croix. Et puis, vous l'avez dit, il y a 60 fonctionnaires à la région Bourgogne-Franche-Comté qui sont mobilisés pour traiter justement de la gestion des fonds européens. Ils sont cofinancés par l'Union européenne. Oui, non, mais encore une fois, tout ça, la gestion des dossiers... Vous trouvez que c'est trop, 60 mais ça coûte énormément d'argent. Je crois que c'est la Cour des comptes qui a rendu un rapport en expliquant que pour justement ces fonds européens, la distribution de ces fonds européens, pour des dossiers qui vont jusqu'à 50 000 €, il y a un surcoût d'environ entre 14 000 et 20 000 € en frais de traitement, en frais de personnel pour gérer tout ça. Et puis, Monsieur Ayache, moi, je vais rentrer un peu dans le détail. Vous avez rappelé tout à l'heure le montant du budget de l'Union européenne, 160 milliards, mais à côté de ça, l'Union européenne est très endettée, alors qu'elle ne devrait pas l'être, puisqu'elle traîne, année après année, ça ne cesse d'augmenter, elle traîne 220 milliards de RAL, de reste à liquider, c'est-à-dire que ce sont des engagements qui ont été pris et qui n'ont pas trouvé de financement. Parce que l'Union européenne n'a pas suffisamment d'argent. L'Union européenne a promis de l'argent et qu'elle n'a pas donné. Mais c'est pire que ça. Les programmes, les opérations sont déjà en cours, ou pour un certain nombre sont déjà réalisés. Et on aboutit aujourd'hui en France, par exemple, sur les fonds européens, à un système totalement vicié, c'est-à-dire que pour les FEADER, par exemple, à un moment donné, c'est la collectivité territoriale, la région qui va avancer une part de la dépense, et puis l'État... Puisque les fonds européens n'arrivent pas tout de suite, l'État va se substituer à l'Union européenne, va avancer cet argent et après doit se retourner vers l'Union européenne en demandant le remboursement. Répondez, mais rapidement, Patrick. D'abord, l'Europe n'est pas endettée puisque la particularité de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas le droit de s'endetter. Mais justement, c'est ce que je dis, mais les RAL, c'est de l'endettement, c'est de la dette. Non, mais c'est un point quand même important, et d'ailleurs contestable de mon point de vue. L'Europe, dans la situation actuelle, n'a pas le droit d'emprunter, ce qui est effectivement fort dommageable. Vous, en tant que socialiste, ça vous embête? Évidemment. Le grand emprunt européen... On dit toujours que les socialistes aiment bien emprunter, aiment bien dépenser. Catherine Amziri, ne caricaturez pas. Le grand emprunt européen que beaucoup attendent et qui aurait permis effectivement de développer un investissement sur toute l'Europe et notamment dans notre pays nécessiterait que l'Europe soit autorisée à emprunter. Ce n'est pas le cas, c'est dommage, c'est tout ce que je dis. Je n'en dis pas plus. On va passer à la suite. On va écouter Emmanuel Macron qui donc a reçu le prix Charlemagne cette semaine en Allemagne. Le prix Charlemagne récompense un politique qui œuvre pour l'Europe. Voici un extrait de ce qu'il a dit aux Allemands. N'ayons pas peur de dire oui, pour avancer en Europe, nous devons à un moment être prêts à bousculer les traités et les changer. Mais de la même façon, en Allemagne, il ne peut pas y avoir
un fétichisme perpétuel pour les excédents budgétaires et commerciaux, parce qu'ils sont toujours faits aux dépens de certains autres. Alors là, vous êtes content d'entendre le président Macron qui dit ça? Oui. Vous le savez, je suis membre du Parti socialiste, je ne suis donc pas membre de LRM, mais je crois que la vision de l'Europe que le Parti socialiste a et celle du président de la République convergent sur bien des points, notamment sur celui-ci. Et donc je voudrais juste revenir quelques instants sur les propos de Mme Montel. Mme Montel dit « les fonds européens, nous pourrions effectivement les fabriquer nous-mêmes si nous n'étions pas dans l'Europe ». Mais c'est le principe même de l'Europe. Le principe de l'Europe, c'est la mutualisation entre les États. Ça veut dire que le débat, il ne porte pas sur les fonds européens. Il porte sur le besoin d'Europe ou le non-besoin de l'Europe. Justement, je vais vous montrer deux palettes qui vont enrichir le débat, à savoir qu'en Europe, les Français ont plutôt confiance en l'Europe à 33% et pas confiance du tout à 56%. Et puis une autre palette de chiffres, les Français ont une image positive de l'Europe quand ils sont cadres à 52%, étudiants à 51%, ouvriers à 32%, et le pourcentage tombe à 30% quand il s'agit de demandeurs d'emploi. Donc vous pensez, quand vous voyez ces chiffres-là, qu'il y a un vrai problème de visibilité et de désamour de l'Europe? Non, je pense au contraire que les Français sont tout à fait conscients des méfaits et des dégâts de cette Union européenne. Moi, je suis effectivement souverainiste, je suis donc pour la sortie de la France de l'Union européenne, mais je n'ai pas un sentiment anti-européen. On peut imaginer un mode de fonctionnement avec une France souveraine, des États souverains, des États libres et des coopérations entre ces États, avec des coopérations au niveau de la recherche, au niveau de la santé, comme ça se faisait avant. Alors, avant, on pouvait faire ça, mais on pouvait aussi se battre militairement. Alors, je vais venir sur votre argument. Se faire la guerre avant. Non, mais je vais venir sur cet argument, Monsieur Ayache. L'Union européenne n'est vraiment pour rien dans le fait que le continent européen connaisse une paix, même s'il y a eu la guerre en Yougoslavie. Depuis 70 ans. Depuis 70 ans. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, monsieur Ayache. Vous êtes la seule à le dire. Ça n'a rien à voir. Vous savez à quoi c'est dû, tout ça? C'est dû au fait, ça s'appelle l'équilibre de la terreur. C'est dû au fait que les États membres, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en 1945, après 1945, on s'est retrouvé dans un système de guerre froide avec d'un côté le bloc du pacte de Varsovie, de l'autre côté le bloc de l'OTAN. Et c'est parce que ces deux blocs avaient l'arme atomique que l'équilibre a été maintenu sur le continent européen. C'est pour ça que je finis juste le traité de Rome en 57, le 25 mars 57. Avant, on aura le temps de reparler des émeutes tout ça. à Berlin-Est, ça n'a pas déclenché une Sophie Montel, on aura le temps, on vous réinvitera pour une émission sur les élections européennes. Non, je donne la parole à Julien Péat. Julien Péat, les Français n'ont pas confiance dans l'Europe. Les Français ont une image négative de l'Europe quand ils sont chômeurs ou ouvriers. Vous leur dites quoi, vous ? Alors, je nuance vos chiffres parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Français, dans cette même étude d'opinion, jugent l'Union européenne moderne et démocratique, mais ils en attendent beaucoup. Et le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle fait pas mal d'espoirs déçus parce qu'elle a des moyens limités. Vous l'avez dit, 160 milliards d'euros, c'est l'équivalent du budget de l'Irlande. Elle a des compétences limitées, on ne peut pas tout demander à l'Union européenne. Et puis, c'est un fonctionnement qui est lourd, qui est certes solide, mais qui est relativement lourd. Quant à parler de souveraineté, Madame Montel, la souveraineté, c'est une définition, c'est une notion assez uniforme, mais c'est surtout, moi, elle me semble assez ancienne et simpliste, 19e siècle. Denis de Rougemont parlait de la souveraineté en disant que c'était le néolithique de l'organisation et de la pensée politique. La souveraineté telle qu'on peut l'imaginer au 21e siècle, c'est une souveraineté, je ne vous ai pas coupé, Madame Montel, c'est une souveraineté mouvante, c'est l'interdépendance entre des grands ensembles. Vous considérez-vous que les frontières sont l'alpha et l'oméga de la souveraineté? Mais quand il s'agit de parler de lutte contre le changement climatique, quand il s'agit de parler de lutte contre le terrorisme, quand il s'agit de parler de notre approvisionnement énergétique. Et je crois effectivement en l'idée européenne et en l'intégration européenne. D'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. Quand ils parlent d'immigration, de gestion de la crise migratoire, quand ils parlent de multilatéralisme, de sécurité et de défense, ils attendent de l'Union européenne qu'elle agisse. On va voir un chiffre, s'il vous plaît. On va justement voir un chiffre. Les Français souhaitent une politique commune, justement, sur les migrations à 67%, la sécurité et la défense à 78%. Un mot, Patrick Ayache. Oui, parce que
là, nous sommes en plein milieu du vrai sujet. Vous disiez, je reprends un peu vos propos, pourquoi il y a un désamour de l'Europe dans notre pays et dans d'autres. Pour 1000 raisons, mais en particulier, l'Europe n'est pas incarnée. Elle n'est pas incarnée par un homme, par une femme, elle est incarnée par des institutions. Et quand vous regardez l'organisation mondiale des États, chaque État est incarné par un homme, un président, un Premier ministre. Il manque probablement une incarnation humaine. Mais justement, on va demander. Sophie Montel, vous êtes la seule eurodéputée en Franche-Comté. Est-ce que, quand il y a des inaugurations de réalisations subventionnées par l'Europe, est-ce que vous êtes invitée? Non. Est-ce que vous n'êtes pas invité? Vous n'y venez pas, mais vous n'êtes pas. Ne dites pas que vous n'êtes pas invité. Ah non, non, non. Est-ce que c'est parce que vous êtes d'un parti considéré à l'extrême droite de l'échiquier? J'ai déjà fait un peu de carottage, un peu de sondage auprès de mes collègues. Il y a beaucoup d'actions. Ceci étant, c'est pas. Enfin, je veux dire, je pourrais recevoir toutes les invitations possibles et imaginables pour faire la promotion de l'Union européenne. Évidemment que je ne me déplacerai pas pour ça. Je voudrais revenir, monsieur Léa, deux secondes sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la souveraineté. Pour vous, la souveraineté, visiblement, c'est quelque chose de... La souveraineté des États-nations. Oui, des États-nations. Oui, mais c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Vous vous rendez compte, la souveraineté, c'est le peuple. La souveraineté, c'est le peuple. Il n'existe pas, Monsieur Péa, de peuple européen. Il existe un peuple français. Il existe. Mais ce n'est pas. C'est tout à fait différent. Oui, enfin, il existe un peuple allemand. Il existe un peuple italien. Qui se retrouvent dans des intérêts communs. Pas du tout. C'est pour ça que l'Union européenne ne peut pas marcher, parce qu'il n'y a pas de souveraineté européenne possible, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Et moi, je vous entends dire il faudrait que cette Union européenne soit incarnée et tout ça. Mais moi, je ne veux absolument pas de ce modèle-là. Bon, actuellement, l'Union européenne, c'est l'Allemagne. C'est incarné par Angela Merkel. Mais je ne veux pas de ce modèle-là. Moi, je veux une France libre et souveraine. Je ne veux pas un président de la République français élu par les Français et qui serait quoi? Et qui est quoi? Le valet de la Commission européenne? Celui chargé de recevoir les ordres et les recommandations de la Commission européenne? C'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça qu'il y a une défiance de la part des Français. On parlera peut-être tout à l'heure des travailleurs détachés. Si vous voulez. Bon, il reste moins de 4 minutes. Alors, justement, je voulais vous poser une question, Sophie Montel. Donc, vous dites que l'Europe, c'est pas bien, etc. Oui. Vous venez de faire un mandat. Vous vous représentez l'année prochaine. Oui, mais justement, je rappelle, Madame Ziri, c'est le principe même de la démocratie. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit d'être dans l'opposition. Mais l'Europe est bonne fille, quand même, d'avoir des eurodéputés qui sapent son autorité tout le temps. Mais heureusement qu'il y a une force d'opposition. Heureusement qu'il y a des gens pour raconter. Il y a des élus qu'il y a des élus pour raconter. Mais écoutez, vous savez, en 2005, il y a eu un référendum. Tout le monde s'attendait à ce que le projet de constitution européen, le traité constitutionnel européen passe haut la main. Il a été rejeté par les Français. Il a fallu que nos sénateurs et nos députés aillent à l'encontre de la décision populaire, ce qui est un véritable scandale avec le traité de Lisbonne. Mais encore une fois, ça peut paraître paradoxal. Non, la démocratie, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, au Conseil régional, je suis opposée à la politique de Madame Dufay, du Parti socialiste et de la République en marche. Donc, si je suis votre logique, je ne devrais pas je devrais refuser de siéger. Vous ne dites pas que les régions sont à supprimer. Non, mais moi, c'est un échelon, évidemment, à supprimer. Toutes les assemblées où moi, c'est la commune, le département et l'État. On va donner à beaucoup la parole à Madame Montel. Allez-y, Patrick. Je voudrais un peu la prendre. Sur le dernier point, qu'il y ait au sein de la représentation française des opposants à l'Europe, ça ne me gêne pas. C'est l'expression de la démocratie. Voilà. Je reconnais le rôle des députés européens qui ne partagent pas l'idée européenne. Donc ce sujet ne me gêne pas. Mais tout à l'heure, nous avons à peine ébauché la question de l'Europe que nous voulons. Alors j'ai dit, il faut l'incarner. Il faut aussi que cette Europe ait les moyens de travailler et les moyens. Aujourd'hui, Julien Péa l'a dit tout à l'heure, 160 milliards d'euros pour le budget annuel de l'Europe. C'est le budget de l'Irlande, c'est environ entre à peu près un tiers du budget de la France. Donc il faut que les Français et les bourguignons franc-comtois qui nous écoutent aient bien conscience de ça. Cette Europe qu'on imagine tentaculaire, ayant de multiples pouvoirs, etc., c'est une toute petite Europe, une Europe avec peu de moyens. Et ce que nous préconisons, c'est deux choses. La première, nous voulons une taxe sur les GAFA, vous savez, Google, Amazon, Facebook, pour alimenter le budget de l'Europe. Deuxièmement, nous souhaitons que les États membres acceptent de compenser
le manque à gagner du Brexit par une éventuelle augmentation de leur participation financière. Car c'est à ce prix-là que l'Europe pourra assurer la sécurité des citoyens, le contrôle aux frontières, Madame Montel. Nous voulons bien avoir un contrôle aux frontières européennes. C'est un sujet que nous partageons. Oui, mais en même temps, Monsieur Ayache, l'Union européenne promet des sanctions financières aux États qui refusent leur quota de migrants. Est-ce que vous savez, vous permettez que je vous pose une question, est-ce que vous savez combien d'Européens vont quitter l'Angleterre dès lors que le Brexit aura été officiellement annoncé? Est-ce que vous avez ce chiffre? Le Brexit, je ne sais pas, vous allez me dire 300 000, 400 000... Non, 90 000. Voilà, 90 000 migrants, des migrants, excusez-moi, comme vous les aimez, intra-européens, souvent on va des laisser la parole. Ils vont quitter le Royaume-Uni. Il reste une minute. Je voudrais bien que Julien Péa conclue cette émission. Conclue cette émission. Julien Péa, vous êtes le plus jeune autour de cette table, je m'inclus. Ah bon, vous la voyez comment, cette Europe, vous, à l'avenir? Beaucoup plus solidaire et beaucoup plus intégrée. Je crois que nous n'avons pas d'autre choix. Les intérêts, les enjeux français sont intimement liés aux enjeux européens, mais comme ils le sont avec les enjeux allemands ou chypriotes. Je crois que l'Union européenne, malheureusement, n'arrive pas à imprimer dans l'esprit des Français particulièrement. Elle imprime dans d'autres pays européens beaucoup mieux. Mais on va y arriver. L'union bancaire, la lutte contre le changement climatique, la récente réforme sur les données personnelles, tout le monde est concerné par ces enjeux qui ne se règlent qu'au niveau européen. En fait, l'Europe, c'est la vie quotidienne des gens, qu'on soit d'accord ou qu'on le soit pas. De toute façon, comme à partir de septembre de cette année, nous parlerons des élections européennes. Je vous promets, Sophie Montel, je vous promets, vous aurez le droit de revenir et dire tout le mal que vous voulez de l'Europe. Vous, je ne sais pas, parce que on va inviter certainement des candidats qui représenteront les partis politiques qui vont être tête de liste en France. Voilà. Merci de votre attention. Merci, Madame et Messieurs. Bon après-midi.